Pity, hey, pity, hey, pity, hey. Ça marche bien avec Paul Thomas Anderson. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, Robeux des Bois pour vous servir, nous allons parler d'une bataille avant l'autre. One battle after another. Oh, pas mal le titre en anglais. Même le titre en français d'ailleurs. Mais d'abord, les amis, avant de me lancer sur les sentiments que j'ai eus par rapport à ce film, vous m'avez encore cassé les burnes, c'est plus possible. Hein. Je crois qu'il y a un film qui parle un peu de politique. La toile s'enflamme, vous êtes complètement fou. Je développerai un petit peu après. D'abord, ce que j'ai pensé de ce film, j'ai beaucoup aimé. Très bien. Pas tout de suite, parce que, à ma première impression quand je suis sorti de la salle, je pense que j'étais un peu timoré, parce que les gens l'ont beaucoup gonflé tout d'un coup. On a tout de suite parlé de chef-d'œuvre. Très bon film, au demeurant, et je me suis dit, chef-d'œuvre, c'est peut-être un petit peu galvaudé. Mais plus le temps avançait, plus le film, j'y ai pensé. Et souvent, quand c'est comme ça, quand je pense à un film post-projection, c'est plutôt positif. Ce qui fait que le film m'est resté. Il y a de très bons moments dans le film. D'autres où je suis un petit peu moins d'accord, mais dans l'ensemble, c'est vraiment solide. Et Paul Thomas Anderson ne me déçoit jamais. Toute sa filmographie parle pour lui. Il n'y a pas un film qui est acheté, en fait. Il y a toujours de la matière, il y a toujours à prendre, que ce soit dans la direction d'acteurs, que ce soit dans la réalisation, dans les sujets abordés. Et la grande surprise, pour moi, c'est limite un film d'action. Surtout cette première demi-heure qui cavale à mort. État d'urgence total. Par la musique, par la caméra à l'épaule, ça part dans tous les sens. J'ai vraiment kiffé cette installation de personnages, les enjeux, et ce que ça veut dire après derrière, comment ils désamorcent un peu tout ça. Je trouve ça que c'est vraiment très fort. Parce que on suit un groupuscule révolutionnaire qui est là pour éclater l'ordre établi, qui est une sorte de contre-pouvoir, et ça dépeint très bien ce qu'il se passe aux États-Unis et même un peu dans le monde, hein, parce que tout est polarisé en ce moment. Post-Covid, c'est pas la joie, et les extrêmes montent d'un côté comme de l'autre. Et là, au départ, on a une vision plutôt binaire, quand tu vois vraiment ce groupe qui mène sa révolution de manière un peu maladroite, et t'as l'État, représenté par Sean Penn, qui est là pour faire régner les lois immigration à la frontière états-unienne. D'un côté, les méchants, les gentils, et c'est peut-être le seul reproche que je fais à ce film, c'est dommage qu'on voit pas peut-être un policier qui est pas un facho, quoi. Ce serait bien qu'on soit un petit peu au milieu, quoi. Parce que bon, après, le film aussi, je le vois aussi comme une satire, c'est aussi une parodie, c'est vraiment extrême. Et d'un côté, moi, j'ai vu un groupe très engagé, très énergique, qui est emporté par cette vague d'énergie. Hein. Quand tu vois là, il y a des images même iconiques. Hein. Quand je vois cette nana qui était en cloque, qui est en train de tirer à l'arme lourde, c'est une image de fou au niveau cinéma. C'est fantastique, ça peut faire un poster dans ta chambre. Mais par contre, c'est aussi des brels. C'est aussi des brels qui, à la première grosse secousse, qu'on l'armé les chopes, tu vois qu'ils se balancent les uns les autres. Hein. Ils n'ont pas besoin de pousser beaucoup. Hein. Ils vont pas jusqu'à la torture. Hein. Ils leur font pas une Guantanamo. C'est juste un petit peu de pression et tout le monde se poucave. Tu vois que ce groupuscule qui est plutôt organisé, c'est quand même plutôt fragile. Même après, ce qui est sympa aussi, c'est vraiment que tu vois qu'il y a une résistance, et une résistance qui est plutôt bien organisée côté mexicain. Tu vois qu'eux, ils sont dans la misère depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, apparemment. Et tu vois qu'ils sont beaucoup mieux gérés. C'est une résistance qui est calme. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent agir en cas de coup de pression. Tu vois directement, avec l'introduction du personnage de Benicio del Toro, Sense Lopez. Je crois que c'est Lopez. Et là aussi, ça contrebalance un petit peu leur groupe. Donc, j'avais une vision un peu des gentils et des méchants. Et là, ça équilibre un peu plus. Je trouve ça plutôt malin. Et tout le côté parodie, burlesque, c'est vraiment un super équilibre aussi. Parce que tu te marres autant que tu réfléchis dans le film. Et il y a aussi tout un côté action. Course-poursuite, XXL. Vraiment magnifique. Ça m'a ramené dans les années 70-80, quand je matais Bullitt ou ou French Connection. Qu'est-ce que je kiffe quand on voit des scènes poursuite en voiture où tu es dans le cockpit et tu entends que le bruit du moteur. Tu es pris par la musique, tu es pris par le suspense, tu as la pression, tu n'as pas besoin que ça trace avec des muscle cars. Juste ce qu'il faut, tu vois. Le décor du désert, ça fait penser à un western. Il y a beaucoup de références comme ça. C'est limite un polar des années 70 mélangé avec la folie d'un frère Cohen. Et là, Pity m'a vraiment surpris. Quoique, il y a une scène qui m'avait marqué dans Punch Drunk Love, la meilleure rom-com de tous les temps. Quel film de fou. Avec les valseuses, bien sûr. Rappelle-toi cette introduction, quand je revois le film à chaque fois, ça m'a fait sursauter au cinéma quand j'ai vu cette action où tu vois la voiture qui avance, je crois que c'est une voiture ou un camion, et boum, ça sursaute, et elle vrille sur elle-même, et c'était vraiment bien foutu, quoi. Bien foutu pour un réalisateur qui n'est pas réputé réalisateur d'action. C'est vraiment un très très bon faiseur qui est hyper complet, en fait. Donc très bien, avec de très bons acteurs, super cast. Alors, Léo, toujours nickel, et je pense que là, je sais pas si c'est une fin de carrière pour lui, mais j'ai l'impression qu'il, depuis Wattie, Once Upon a Time in Hollywood, il tient tout le temps ce personnage un peu maladroit, qui est plus un comic relief qu'un acteur sérieux. J'ai bien aimé le côté d'Aronade de Léo. C'était plutôt pas mal avec la petite Willa aussi, très bonne actrice que je découvre, qui a une super énergie et qui est excellente. Et c'est dommage. On aurait pu en faire une girl boss, mais c'est bien qu'il y ait aussi
Je trouve que maintenant, ces dernières années, on a eu des girl boss qui étaient un peu over-cheatées, et là, c'est très bien. Ça reste une jeune fille. Quand même, il lui arrive pas mal de misère, et à un moment, j'avais vu qu'elle était... en fait, elle s'est démerdée elle-même hein, pour se sauver, dans le film. C'est pas son daron qui fait un peu de la merde et qui fait plus penser à Big Lebowski qu'autre chose, qui va la sauver. Elle s'est démerdée quand même toute seule, même si le daron essaie de la sauver, bien sûr. Mais tu vois qu'il a été vraiment formé par le sensei, et c'est dommage qu'on n'a pas eu une petite scène de karaté. Moi, j'aurais bien voulu que ça se tape. Apparemment, il y a une petite prise au sol qui est plutôt pas mal. J'aurais bien voulu qu'on lui donne une petite scène où ça se frite, quoi. Mais en tout cas, sacré mental, la petite. Je suis vraiment sur des petits détails dans ce film, à chaque fois qui me frappe. C'est la petite scène où la nana, elle part au bal de promo. Il y a un mec qui vient la chercher. Et le coup de pression de DiCaprio qui fait au gamin, mais c'est excellent. Je te dis pas la phrase si t'as pas vu le film, mais j'ai trop aimé ça, c'était trop marrant. Et aussi touchant, parce que t'as envie de prendre soin de ta fille, mon gars. C'est ton diamant, ta fille. Donc t'as pas envie de la confier à n'importe qui. Si c'est un diamant, il faut la protéger. Mais celui qui fait la plus grosse perte de ce film, et qui est limite le personnage principal, c'est Sean Penn. Sean Penn, quand même, c'est un mec problématique. Hein. Mais là, la perf qu'il fait, ce bâtard, il est super fort. Il est super fort, mon gars. Mon gars, soldat, revanchard, tu vas pas lâcher l'affaire par rapport à ce qui lui est arrivé. Et tu vois qu'il est aussi bon némésis, parce que le mec, c'est une vendetta personnelle, que victime. Parce qu'avec son groupuscule de fachos, qui est là, un peu au-dessus de l'État, tu vois, la secte un peu franc-maçonnique, qui est juste raciste. Et tu vois que c'est complètement fou aussi, parce qu'il s'appelle les Aventuriers de Noël, je crois. Et c'est une très belle symbolique par rapport au pouvoir qui te prend, qui te choisit, qui te monte tout en haut et qui te dit, mais en fait, à un moment, on n'a plus besoin de toi, en fait, t'es juste un pion. Et tu vois vraiment les très très puissants. Il y a un peu de théorie du complot là, par rapport à ce film, mais franchement, quand tu vois que le monde, comment il tourne, et quand tu vois que c'est les plus grands richards de la planète qui nous dirigent, on n'en est pas très loin. Donc bravo Ocean, tu fais un excellent soldat facho, mais qui aime quand même la peau d'ébène, hein. Coquin va. Donc ça, c'était par rapport à ma petite critique du film. Maintenant, on va passer sur un autre sujet qui a été épineux, parce que ça s'est un peu tapé pour rien, quoi. Et je trouve que ça dessert ce film complètement. Qui est un très bon film, qui est un des meilleurs films pour moi de 2025, mais qui est pas tout en haut, et qui m'a pas choqué plus que ça. Parce que des films engagés politiquement, on en a vu beaucoup. On en a vu beaucoup ces dernières années, on en a vu de tout temps. Regarde celui-là, To Be or Not To Be. C'est un film politique, bordel. C'est une super comédie, mais c'est de la politique. Et c'est un film qui a été créé en pleine Seconde Guerre mondiale, en 1942. Donc oui, celui-là mérite beaucoup de lauriers. Une bataille avant l'autre aussi, mais pas autant que ça, bordel. Parce que, j'insiste là-dessus, le cinéma a toujours été politique. Même un blockbuster, c'est politique. Pas seulement quand il parle de pouvoir, mais parce qu'il façonne le regard qu'on porte sur le monde. Que ce soit par Chaplin, Costa Gavras, Ken Loach, Oliver Stone, et même maintenant Pitié, ils font tous de la politique. Mais attention les gars, pas d'un côté ou de l'autre, pas de droite et de gauche, ils le font sans banderole. Et il est absurde de placer ce long métrage comme une révélation politique, comme si le reste du cinéma était complètement apolitique ou complètement neutre en fait. On fait fausse route. Et Pitié, avec ce qu'on a vu, Very Big Blood, Master, ça a toujours été un cinéaste engagé, le gars. Il ne le fait pas tomber au battant, il le fait plutôt avec subtilité, parce qu'il fait quand même des grandes fresques. Et là, ce réflexe pavlovien de tout le monde, tous les films qui sont un peu politiques sont anti-Trump. Pitié n'a pas attendu Trump pour parler politique dans son cinéma. Il parle de violence des structures sociales américaines depuis Boogie Nights. Magnolia, tout son cinéma interroge sur le pouvoir, la manipulation, le système, le rapport au corps. Quand je te parle de Boogie Nights avec cette verge de Mark Wahlberg, dis-moi que t'es pas allé voir ce film juste pour voir la taille. Certes, comme je te l'ai dit auparavant, il le fait à sa manière, mais sans forcément coller à l'actualité, mon gars. Et ce film, il a été écrit il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Trump, il n'était pas encore au pouvoir, mon gars. C'est Biden qui était dans le coin. Et tu vois que les États-Unis, ils ont quand même de gros problèmes politiques, enfin depuis toujours. C'est un pays de fou. C'est pas les républicains ou les démocrates ou ce que tu veux. Ça a toujours été un pays fracturé. Donc c'est pas anti-Trump, mon gars, c'est juste anti-système. Et anti-rêve américain. Voilà, moi je le situe plus dans ce truc-là. Donc non seulement ce n'est pas de la bêtise trumpiste, mais ici on dénonce une Amérique qui est impériale, qui est divisée et qui se clôt sur elle-même en plus. Là, ça devient vraiment inquiétant. Quand on voit les taxes, et là, c'est de la faute de Donald. Mais c'est une société, comme un peu notre société, qui se construit sur la peur de l'autre. Merci CNews et merci BFM. Ça va beaucoup plus loin que la frontière mexicaine et ses murs. Hein. Ça devient global, quoi. L'Amérique est cette prison qu'on a vue dans tellement d'œuvres, en fait. Quand je pense à Sicario. Le 1 comme le 2. Un autre film aussi dont on ne parle pas du tout. Et je crois que je suis un des seuls à avoir vu, Desiderto, avec le magnifique Gael Garcia Bernal et le non moins magnifique Jeffrey Dean Morgan qui s'affrontent dans un désert. C'est vraiment terrible. Et bien d'autres qui sont, et là je te cite des récents, hein. Blindspotting, Logan Lucky, Sorry to Bother You. Chacun à leur manière te parle de cette Amérique qui est fracturée, qui est fatiguée et qui ne croit plus du tout en ses propres mythes. Tu veux plus leur faire à l'envers aux gens. Et je cite même pas les séries qui n'arrêtent pas. Je pense juste à Orange is the New Black. Dernièrement, Mo, surtout la saison 2 qui se passe au Mexique là, ben mon ami, c'est édifiant. Donc ce film, comme d'autres hein, que je viens de citer, c'est pas une charge ponctuelle contre un président précis. On s'attaque à beaucoup plus grand, c'est plutôt un constat qui est systémique. Et là où ça me chiffonne, c'est la réception de la critique de nos jours, la critique contemporaine. Aujourd'hui, dès qu'un film ose faire un discours un peu politique, on en fait de suite un symbole.
On l'a vu cet été avec Superman, par exemple. Et là, je vois deux phénomènes, en fait. On surinterprète beaucoup de choses. Tout devient facilement anti-Trump, anti-homme blanc, anti-capitaliste. Et de suite, ça devient la misère. Parce que on cherche tout de suite le sauveur, mais au lieu de faire une analyse posée, de débattre tranquillement sur les intentions de l'auteur, eh ben on le met tout en haut de la montagne et il y a une autre partie qui va l'insulter. Et comme souvent dernièrement, ça nous met dans la misère au niveau du débat critique. On cherche des sauveurs plutôt que de se poser et d'analyser vraiment les intentions de l'auteur. Et là, je pense que on ira un petit peu plus loin. Pitié n'a pas besoin d'être un étendard. Il a juste besoin, en fait, de parler de l'Amérique avec son point de vue. Il dissèque l'Amérique à sa manière et moi, j'en demande pas plus. Pourquoi tout le temps chercher désespérément un héros? Tout de suite, faut le mettre directement aux Oscars. Meilleur film de l'année, sans débattre sur les autres. Il faut rendre le cinéma un petit peu plus complexe. Je suis pour qu'on s'éclate, tu vois, parce que ce film, avant tout, c'est un divertissement. Moi, j'ai kiffé le regarder et je kifferai le revoir. Mais parfois, avec ce qui a permis aussi d'ouvrir ma réflexion et d'ouvrir aussi le dialogue avec vous, c'est il faut rendre au cinéma aussi un peu sa complexité. Parfois, le cinéma, je pense qu'on lui donne beaucoup trop de crédit. Il est pas là pour sauver la planète, il est pas là pour te sauver, même des fois s'il te fait du bien. Des fois, franchement, tu passes un bon moment. Ça va pas changer ta fiche de paye, ça va pas changer comment tu vas faire pour payer ton loyer ou partir en vacances, ou payer toutes tes charges, tes crédits et tout. Mais purée, ça fait du bien, mon pote. Moi, je m'évade au cinéma, surtout en salle de cinéma. Et surtout pour ce genre de film qui te permet de méditer et qui te permet de regarder aussi le monde autrement. Même s'il n'y a pas vraiment de surprise, moi je sais comment ça se passe là-bas. Et Pitié le fait magnifiquement avec lucidité et humanité. Et c'est déjà très bien. Mais de grâce, mettez pas ce gars-là comme porte-drapeau d'un camp. Parce que je pense que ce gars-là, il est tellement versatile, il est trop libre pour ça. Il peut aller n'importe où, du moment qu'il nous fait du bon cinéma. Allez, j'arrive sur la morale et je me fais une petite conclusion sympathique. Alors, Paul Thomas Anderson, il n'a pas attendu Fox News, il n'a pas attendu Trump pour te parler de l'Amérique comme un pays fracturé, contradictoire, malade. Il l'a toujours fait. Et même si une bataille avant l'autre est brillant presque de bout en bout, n'en faisons pas un symbole. Regardons-le pour ce qu'il est. Un miroir et pas un manifeste. On est en quête de sens, on veut qu'un film nous sauve, nous réveille, nous redresse, nous fasse demi-moller. Mais parfois le cinéma, c'est pas un meeting politique. Avec ce film, on a vu une fissure, une fracture, une Amérique enfermée sur elle-même, comme depuis toujours. Et c'est là la force du film. Il n'est pas là avec un slogan ou une posture. Il faut juste le saluer et arrêter de le hisser au film qui va changer les consciences. Juste un film qui est là pour éclairer et c'est déjà énorme. J'ai vidé mon sac. Terminus pour une bataille avant l'autre. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si la porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu une bataille avant l'autre? Est-ce que tu as kiffé? Quel est ton Pitié préféré? Lâche-moi ça dans un commentaire apolitique. Enfin, tu es ce que tu veux, je te respecte. Tu peux être de droite, de gauche, de centre, même d'extrême, ce que tu veux, mon pote. Parlons, débattons, ouvrons le débat, mais dans le respect. Plein de gros bisous, mon ami. Peace and love.